Comment ça se passe? Est-ce que tu es en forme suite à ta grosse journée d'hier? Ben oui, quand même, on a eu une belle, en fait, c'était une belle avant-midi dans mon cas, là. Je me suis pas rendu jusqu'à Témiscamingue pour, suivre la visite de l'usine, RYAM, là-bas, la 2e partie de la journée. Mais, on a quand même eu, une journée, bien remplie, là. Faut dire, c'est pas, il y avait pas, 16 activités, mais, quand même un point de presse, pertinent, intéressant avec le ministre, régional responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, François Legault, premier ministre. C'est un contexte un peu différent, hein. C'est pas comme tous les autres ministres régionaux qu'on a eus. C'est plus compliqué, peut-être, là, plus logistique de l'accueillir dans la région. On essaye de prendre le temps qu'on dispose là, pour lui poser les bonnes questions. Fait qu'on a réussi à couvrir ça hier. C'était une belle expérience. Tu le connais bien, toi, le premier ministre? Ben, c'est mon grand chum, Ouais. faut le dire. Tu Euh, as eu la chance d'avoir 15 minutes avec lui là, pour faire une entrevue. Même pas. Ben Même. non, c'était vraiment très rapide cette fois-ci, là. Je l'ai faite en septembre. J'avais eu une entrevue avec M. Legault. Ça s'était passé du côté de l'usine du Mont-Nickel. D'ailleurs, au départ, ça devait être dans les studios là, de Médiaté à de Montréal. Ça a été changé dernière minute, donc je suis allé. On s'est rendu un petit peu à la course dans l'usine du Mont-Nickel pour faire l'entrevue parce que bon, il y avait toutes sortes de contraintes logistiques. Puis là, ben, cette année, ben, en fait, cette semaine, c'était davantage plus un point de presse là, où on est revenu un peu sur les dossiers qui ont marqué les derniers mois. Il y a beaucoup d'enjeux en Abitibi-Témiscamingue, il y a beaucoup de flou. On a des questions, fait que c'est un peu ça qu'on a fait comme travail hier pour essayer d'avoir sa position, notamment sur le déficit fiscal. Est-ce que tu as senti que ça a avancé depuis un mois, la dernière fois qu'il est venu? Ben, il y a quand même, tu sais, bon, soyons honnêtes, là, il y a quand même quelques dossiers, notamment les IPS, donc les infirmières là, praticiennes en santé mentale. C'est un enjeu qui avait été soulevé au moment de sa visite. Puis ça s'est réglé. Donc, tu sais, dans la dernière semaine, on a annoncé que ces postes-là, les étudiantes qui viennent de la région, qui avaient l'intention d'appliquer sur des postes, ben, vont pouvoir le faire ou ont déjà pu le faire, là. C'était déjà fait. Au niveau du déficit fiscal, bon, on l'a questionné, M. Legault, là-dessus, puis il nous a pas laissé entendre qu'il était d'accord avec la proposition. En fait, le constat des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue via l'étude à Viséo qui a été réalisée, qui laissait sous-entendre un déficit fiscal d'investissement d'environ 800 millions de dollars pour le premier ministre, ministre régional. Ben lui, il ne voit pas ça comme ça. Donc, il n'a pas aimé le concept de déficit fiscal. Il nous Mais rappelle, bon, c'est. il pourra pas faire une sortie officielle en disant j'aime ça. Ça créerait un précédent pour les autres régions, mais peut-être que ça, en coulisses, ça sert d'argument là, pour les préfets. Oui, ben, possiblement dans le sens où, évidemment, après ça, est-ce que. Il a quand même admis que dans certains domaines, oui, peut-être qu'il y a eu un déficit, là. C'était difficile à dire. Il dit peut-être en logement, peut-être dans les infrastructures routières notamment. Est-ce qu'il y a un déficit d'investissement? Il a dit peut-être. C'est ce qu'il a dit en gros, mais pour lui, tu sais, il nous rappelle bon, que là, c'est un système de péréquation, un peu comme au Canada. Il dit, tu sais, les régions, on ne va pas dire il y a des régions pauvres qui ont moins d'investissement, il y a des régions riches qui ont plus d'investissement. C'est une explication qui fait bien du sens, mais en même temps, l'étude à vidéo était plutôt claire au niveau du déficit. Là, si on se compare, quand on parle de services comparables, on ne peut pas vraiment se comparer à d'autres régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple. Donc, il y a quand même un certain décalage. Donc, c'est là-dessus que les préfets vont continuer à tabler. Monsieur Chapado, le nouveau maire de Rouen, préfet là-bas, nous a dit qu'il n'était pas très surpris. C'est pas la première fois qu'il nous la sert, cet argument-là. Mais pour nous, c'est encore clair que le déficit il est certain. Donc, on va continuer d'avancer là-dedans puis de faire la pression. On va en parler tout à l'heure là, du nouveau vent chez les préfets, mais j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Mais pour terminer avec la visite du premier ministre, il y a un enjeu qui est très important, pas seulement en Abitibi, mais principalement en Abitibi, c'est l'immigration et les nouveaux seuils là, qui avaient été annoncés par le Canada, par Québec, puis la nouvelle façon de gérer ça. Est-ce que tu as senti que ça avançait aussi, ce dossier-là, ou est-ce qu'on en a parlé? Oui, quand même, ben, évidemment, tu sais, il y a
Bon, le PEQ, là, le programme Expérience québécoise, donc il a été plutôt rassurant. Il y a quand même, beaucoup de gens des étudiants qui ont fait leur parcours scolaire dans les universités, dans les cégeps. Eux, de plus en plus, vont voir leur dossier transféré au nouveau programme qui a été créé, donc pour essayer de leur donner leur citoyenneté, en fait, leur donner leur résidence, là, soit permanente ou temporaire, en tout cas, de s'assurer que ces gens-là, se voient pas montrer la porte. Donc ça, pour ça, on veut vraiment considérer les gens des régions notamment, parce que M. Legault a rappelé que la problématique, elle est surtout concentrée dans les grands centres. Et c'est ce qu'il trouve dommage, c'est que le fédéral, lui, ben, il ne fait pas de distinction entre les régions et les grandes villes. Donc, il y a réellement une augmentation de l'immigration là, à Montréal, tout ça, et à Laval, ce qui amène aussi une baisse. Là, il nous a parlé d'un 48 à 43 d'immigration francophone, donc de passer de 48 à 43. Donc, ça, c'est un enjeu pour le Québec. Le fédéral n'est pas toujours d'accord avec ça, on le sait. On a eu les déclarations de Mark Miller la semaine dernière. Ça a créé tout un tollé, tout un débat et une polarisation. Donc, ça, c'est jamais bon. Quand ça polarise, c'est jamais bon. Hein? Donc, on n'est pas sur le fond, on est sur des enjeux émotifs. Donc là, ben, c'est ce qu'on souhaite pouvoir régler, de pouvoir s'entendre aussi avec le fédéral pour dire ben, les travailleurs temporaires, étrangers temporaires, de favoriser finalement les gens qui sont dans les régions, de les maintenir aussi. Il y a beaucoup de gens dans les garages là, qui pourraient dire au revoir à leurs travailleurs qui viennent d'accueillir. On a investi beaucoup de temps, d'argent pour accueillir ces gens-là, pour combler les besoins dans les entreprises ici en région. Et ces besoins-là, si jamais ces gens-là s'en allaient, ben, ils ne seraient pas comblés par magie. Donc, on souhaite vraiment pouvoir s'entendre, là, puis maintenir toutes ces personnes-là qui sont intégrées maintenant. Hein, on les voit dans les activités. Moi, je les vois au karaoké les vendredis. Donc, on veut pas, au contraire, on ne veut pas leur dire au revoir. On veut les garder avec nous. Donc, mais ça, c'est pas simple parce que c'est un dossier où le provincial a sa part de responsabilité, mais le fédéral contrôle une bonne partie de l'immigration. Donc, c'est sûr qu'il faut trouver un terrain d'entente. Dans la revue de l'actualité, Mathieu Proulx, parlant du fédéral cette semaine, mon Dieu, c'est toujours étonnant d'entendre ça d'un premier ministre canadien, de vouloir accélérer les projets puis contourner même la loi en cours. Donc, tu as quoi à nous dire à ce sujet-là? Oui, ben ça, en fait, dans le fond, oui, le premier ministre Mark Carney avait fait une première annonce là, avec la loi C5. Mais là, en fait, Bernard Drinville, au niveau québécois, le ministre de l'Environnement, a fait une annonce au niveau québécois pour faire un peu le même principe, mais sur tout ce qui est les audiences publiques, là, le BAP, là, tout ça, donc les études environnementales. Donc, Bernard Drinville qui veut accélérer le processus. Actuellement, c'est environ 18 mois que ça prend pour un grand projet minier, énergétique, des grands projets de transport, d'infrastructure, tout ça. S'il y a un BAP, par exemple, ben, ça prend quelques mois, quelques semaines, si des fois il n'y a pas de BAP non plus. Donc, pour les études, tout ça, ce qu'on veut permettre finalement, c'est des rencontres plus rapides avec les promoteurs, entre les fonctionnaires et les responsables du projet, pour éviter, en anglais, là, on dit le back and forth, donc l'avance-recul. Donc, de tout faire, de tout poser les questions, de s'assurer que toute l'information est là dès le départ, puis d'éviter justement qu'on revienne en arrière, tout ça pour sauver beaucoup de temps. Ça, c'est quelque chose que les industries on demande depuis longtemps, là, donc d'être plus prévisible, plus efficace. C'est sûr que donc ça a été bien accueilli par notamment l'Association minière du Québec, là, qui était bien contente de tout ça. La présidente directrice générale, Emmanuelle Toussaint, qui disait bon, l'efficience, la prévisibilité des processus administratifs, réglementaires, c'est essentiel pour renforcer l'attractivité du Québec. Donc, il était très content de ça. Même chose du côté de la Fédération des chambres de commerce qui ont accueilli cette mesure-là. Mais si je comprends bien, Mathieu, on ne contourne pas. C'est pas du tout ce qui était énoncé par Carney. C'est vraiment au niveau provincial. On ne cherche pas à contourner, on cherche à accélérer, donc mettre des leviers accélérateurs, passer par le même processus, mais faire ça plus rapidement. C'est bien ça?
Oui, c'est ça, exact. Donc, c'est plus rapide. Donc, on ne veut pas contourner la loi, on ne veut pas éviter, c'est ce que M. Drainville disait, là, évidemment, on ne veut pas remettre en question puis diminuer finalement l'importance de l'environnement dans ces projets-là. Donc, on ne peut pas perdre ce côté-là, ce respect de l'environnement. Mais c'est sûr que pour la coalition Québec, que le Québec est meilleure mine, et son porte-parole, Rodrigue Turgeon, c'est sûr que ça comporte des risques, ça met de la pression sur les fonctionnaires qui sont déjà en nombre restreint. Donc, on a peur que l'accélération des processus, là, puis la diminution de la paperasse, ben, ça amène une espèce de pression politique sur le dos des fonctionnaires de dire, ben là, les permis, il faut les délivrer plus rapidement. Euh, puis là, ben, M. Turgeon, ben, lui, il pense un petit peu plus que si l'industrie dit ben, ça prend du temps, tout ça, ben, c'est un petit peu leur responsabilité finalement de présenter des projets qui sont bien ficelés pour éviter l'avance-recul dans les projets. Donc, ça, c'est la position plus environnementale. Et d'ailleurs, même, il va un peu plus loin. Si les normes sont plus élevées, plus sévères, ben, dans l'entonnoir, il va y avoir moins de projets. Et donc, les permis pour être délivrés, ben, ça va être plus rapide parce que les projets qui vont aller de l'avant, qui vont passer le processus, ben, ils vont être plus sérieux, ça va être moins long. Et ces gens, finalement, les gens qui sont sérieux dans leur démarche vont être récompensés. Bon, maintenant, t'as eu la chance de rencontrer les préfets à Rouyn-Noranda hier qui se rencontraient. Il y a eu des nouvelles élections, donc nouvelle association des préfets en Abitibi-Témiscamingue. Comment tu as perçu la dynamique qui s'annonce de ce côté-là, Mathieu? Oui, ben, on les a vus rapidement, en fait. J'ai parlé avec M. Chapado, tout ça. Donc, c'est sûr qu'ils ont eu une belle rencontre là, avec le premier ministre pour discuter de plusieurs dossiers, notamment le logement. Donc, il y a des beaux projets là-dessus. Je pense que je crois qu'on va avoir des beaux projets communs, justement, pour le logement. Il y a quand même je pense, des inquiétudes des fois quand on désorganise un petit peu la mobilisation. Est-ce que les préfets vont tirer sa couverture chacun de leur bord, perdre un petit peu euh, la concertation finalement, qu'ils avaient installée dans les derniers mois, dernières années? C'est ce qu'on se demande, mais pour l'instant, je ne pourrais pas dire qu'on s'en va vers là. Actuellement. Bon, maintenant, est-ce que, ben là, côté plus local, Mathieu, je n'ai parlé un peu cette semaine, on a vu ça commencer à apparaître sur les réseaux sociaux. Il y a une 109e succursale de la SQDC qui va ouvrir et c'est à Ben oui, Amos. ben oui, donc on l'attendait. C'était quand même tu sais, la SQDC, c'est comme la SAQ, mais pour le cannabis, dans le fond. Donc, c'est important d'avoir un service comme celui-là. Val-d'Or, Rouyn-Noranda a sa SQDC, Ville-Marie maintenant aussi. Donc, pour la distance, tout ça, Ville-Marie a eu sa SQDC un petit peu avant nous. Donc, maintenant, à Amos, ben, justement pour s'assurer que le cannabis illicite ne prenne pas le dessus sur un territoire comme Amos, qu'on évite aussi les fuites commerciales, parce que s'il faut se déplacer à Val-d'Or, ben, peut-être que les gens, quand ils vont magasiner à la SQDC, vont peut-être ailleurs aussi. Donc, c'est pas nécessairement bon pour l'économie de ne pas avoir ce service-là, qui est un service d'État, avec des produits de qualité dont on connaît la provenance, tout ça. Donc, Amos aura sa SQDC, un modèle nouveau un peu pour la SQDC. Il y a beaucoup de changements. Hein. C'est tout jeune comme organisation de la SQDC. Donc, on a une succursale à petite échelle, donc une petite surface, avec quand même pas mal de produits. On va en fait aussi avoir un affichage un peu différent de ce qui se faisait avant, donc plus par catégorie de produits pour aider, pour être plus intuitif, que ce soit plus clair pour les clients. Et ça va être situé dans l'ancienne gourmandine, l'ancienne station gourmande. Donc, vous allez pouvoir, dès le 16 décembre, mardi prochain, en fait, magasiner à la SQDC. Donc, juste à temps pour les fêtes. Si jamais vous voulez, dans vos parties, avoir du plaisir, ben, vous pourrez aller à la SQDC. Faire une dégustation, tiens, avec la famille. Ben oui, pourquoi pas une dégustation pâte Hey. et fromage. Ben oui, on a pu. Écoute, c'est changement de culture, hein. C'est assez spécial, ça, quand même. Moi, Oui, puis des fois, ça fait réagir. On lit des commentaires, les gens s'attendent, bon, ils se disent ça va, la consommation va augmenter, mais c'est démontré
par toutes les études, par toutes les statistiques, que la consommation n'augmente pas. Les gens qui consomment pas de cannabis, ben, se mettent pas à en consommer parce que soudainement l'État en vend. Au contraire, mais par contre, les consommateurs peuvent le faire de manière sécuritaire et de manière, c'est ça, en sachant Et avisés ce aussi, ils qu'ils savent consomment. Et qu'est-ce qu'ils voilà. prennent, c'est ça exactement. Ben oui, il y a des conseillers, un peu comme la SAQ. Bon, il n'y a pas des dégustations là, dans le commerce, là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est très contrôlé d'ailleurs. C'est 21 ans et plus aussi, la SQDC, contrairement à la SAQ. Donc, pour la SQDC, nous ne sommes pas un adulte à 18 ans, c'est 21 ans. Donc, il y a quand même tout ça. C'est intéressant aussi, c'est une société québécoise, donc c'est aussi des sous aussi pour le Québec, donc avec ça. Donc, d'ailleurs, ben, on a enregistré un résultat global de 30,5 millions au terme du second trimestre là, de l'année actuelle. Euh, donc, c'est une augmentation là, pour le même trimestre l'an dernier, c'était 29,4 millions. Donc, vous voyez que de plus en plus, on réussit à faire grandir cet organisme-là. Donc, les succursales augmentent aussi au fil du temps. Il y en a de plus en plus là, dans les régions. Éventuellement, chaque ville aura sa SQDC, un peu comme la SAQ, là, probablement. Et c'est un commerce local. Maintenant, Mathieu, dernier tour d'horizon là, sur l'actualité de la dernière semaine. Je te laisse aller en terminant. Oui, ben en fait, je voulais quand même le souligner, c'est pas le local, mais ça m'a marqué. Béatrice Picard qui nous a quittés à 96 ans hier, une grande dame, comédienne, que certains auront connue dans Cré Basile, peut-être dans Un gars, une fille aussi. Eux, j'ai plus récemment dans District 31. Moi, ben, c'est évidemment Marge Simpson qui m'aura marqué mon adolescence, mon enfance, cette voix amère. Donc, ça va résonner longtemps dans ma tête. Donc, je voulais en parler parce que ben, j'avais l'impression un peu que c'est une dame comme Béatrice Picard était immortelle, elle n'allait jamais nous quitter, c'était tellement solide, un peu comme Janine Suto à l'époque, là, ça avait beaucoup marqué, son départ avait été très, très marquant. Et Béatrice Picard aussi, je pense, va laisser une trace indélébile dans nos mémoires. Et puis, on va se souvenir longtemps de Homer et Marge. D'ailleurs, Béatrice qui va aller rejoindre M. Gagnon, Homer Simpson au ciel. Donc, voilà, c'était la petite pensée. On salue tous les gens là, qui ont été marqués par elle, puis on leur envoie tous nos sympathies. Merci beaucoup, Mathieu Prou, pour cette revue de l'actualité. Toujours très intéressant de faire ça avec toi le mercredi. Alors, un gros merci, puis passe une excellente fin de semaine. Merci Bruno.